Et avec Rebecca Brown, c'est le combat contre l'occultisme. Alors, s'il y a des spécialités dans le combat spirituel, chacun et chacune de nous ici doit se demander quelle est sa spécialité. Donc, continuons sa description de ce moment religieux qu'il a suivi de plus près. Meyers affirme que le combat des hollandistes vise les alliances totémiques et les pratiques coutumières qui renvoient à une appartenance locale propre à chaque fidèle, donc un combat en relation avec la lutte contre les esprits territoriaux théorisés par Peter Walker. Alors, l'enjeu significatif pour les adeptes du combat spirituel serait de passer des malédictions, ou bien mababe, vers les bénédictions, ou bien mapamboli, par le processus de la délivrance. Et puis, il y a une généralisation de la sorcellerie. Et ça, c'est très intéressant quand ils disent que tout le monde qui vient dans ces mouvements ne doit pas condamner quelqu'un. Il ne doit pas soupçonner quelqu'un dans sa famille ou le voisin ou qui. Il doit se condamner lui-même. Donc il doit accepter que le sorcier, c'est lui. Donc il va vérifier à l'intérieur de lui les choses qu'on a faites sur lui, les choses que ses parents ont faites sans lui, et les choses que lui-même a faites, et les choses qu'on a faites avec lui. C'est ça ce qui est à la base de son malheur. Donc tout son malheur vient de son arbre généalogique. Alors il faut guérir l'arbre généalogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, votre arbre généalogique, vous allez le guérir. Alors que l'arbre n'existe plus parce que les gens qui sont venus avant vous sont morts. Alors comment vous allez le guérir? Vous allez changer la vie de votre ailleurs, vous allez changer de votre père qui est déjà mort, de votre grand-père, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là où je trouve que ce sont des pratiques qui ont une tendance tout à fait magique. Parce qu'en tout cas, dans la Bible, je ne trouve rien. Si quelqu'un a trouvé, il peut me dire. Je ne trouve rien qui puisse donc légitimer cette pratique-là de combattre votre arbre généalogique. On sait que vos ancêtres ont dit que les coutumes, je vais maintenant résumer pour aller plus vite, que les coutumes sont fondées sur la sorcellerie. Mon Dieu, j'ai passé 40 ans en train d'étudier le phénomène de la sorcellerie. D'abord, la sorcellerie dont il parle n'est pas congolaise. La sorcellerie est occidentale. La sorcellerie est rationnelle. Les gens vont à l'école pour devenir sorciers. Il y a des écoles de sorciers, même ici aux États-Unis. Et les gens reçoivent de bourses pour aller étudier. Quand il termine la philosophie hermétique. Il a un diplôme en sorcellerie, il a une carte de visite. Depuis le temps des druides, même en France, quand vous avez des problèmes, vous allez voir les sorciers, vous avez la solution. Les sorciers ne sont pas considérés des gens du mal. Non. La sorcellerie, c'est une pseudo-magie. Mais ce dont il parle de Kindoki, qui est une réalité purement congolaise, qui n'a rien à faire avec la sorcellerie en tant que telle, mais ça peut présenter une facette aussi de la sorcellerie. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Parce que le Kindoki vient du verbe coloca. Et ça se limite là. Donc omnibuler, envoûter, faire du mal, c'est ça coloca. Si quelqu'un ne fait pas le coloca, il n'est pas sorcier. Aussi simple que ça. C'est le boulogi qui vient du verbe bouloa. Si quelqu'un ne fait pas le bouloa, c'est le coloca en lingala, en tchouba, c'est bouloa. Donc si quelqu'un ne va pas faire la liturgie de la sorcellerie, et puis dans le tchanda, là on fait le verbe kwandamunga, il n'est pas sorcier. Et si dans ces pratiques, il ne fait pas ce qu'on appelle le dialogue, qui vient du verbe kwalula, donc transformer, ou faire apparaître, il n'est pas sorcier. Ou bien en Kiswahili, on peut dire kuloga, on doit dire kuroga, mais kuloga. Donc c'est quelqu'un qui va faire ce que je vais te dire en lingala. Koloka, on doit dire koloka. Ndoki, on doit dire koloka. C'est ça. C'est pas la même chose que la sorcellerie qui fait que les gens vont étudier l'astronomie et les phases lunaires, et ils vont étudier des formules, des points cardinaux, et ils savent que si je prononce telle parole, je porte tel habit, à telle heure je touche je peux sortir dans un voyage astral, et oui, aller faire du mal quelque part et revenir. C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Donc, quand ces gens parlent que nos coutumes sont fondées sur la sorcellerie, c'est un grand mensonge. Parce que les coutumes, c'est quoi? C'est votre habitus, c'est votre manière de voir le monde, c'est votre contrat social. Il peut être primitif, c'est votre manière de voir le monde et de vous organiser socialement. Et puis certaines normes qui sont acceptées et acceptables deviennent le principe pour les lois de ce point-là. C'est ça votre coutume. Donc ça n'a rien à faire avec le diable, ça n'a rien à faire avec la sorcellerie. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que les esclavagistes ont fait voir aux Noirs que vous ne valez rien, vous n'avez pas de dignité, on peut vous maltraiter comme on veut, vous n'avez pas un mot à dire, et les colonialistes sont venus faire la même chose, les missionnaires sont venus faire la même chose, et maintenant, c'est le combat spirituel qui vient pour enterrer les coutumes des Congolais, et même des Africains, parce que c'est partout pour dire que c'est satanique, non? Je ne sais pas pour vous, moi, mes ancêtres n'ont jamais rencontré le diable, quelque part. Ils n'ont jamais vu. Et d'ailleurs, le diable n'existe pas dans la spiritualité africaine. Chez les Africains, on connaît le mal des ancêtres, les esprits méchants et les esprits bienveillants. Mais pas le diable. C'est une notion qui est venue de l'Occident. Alors dire maintenant que les ancêtres ont fondé leur coutume sur la sorcellerie, ça c'est pas vrai. Historiquement, scientifiquement, c'est pas vrai. Alors quand je parle de la Congolité justement, c'est cette identité culturelle du Congolais. La manière de concevoir le monde, leur histoire des idées, leur archéologie du savoir, qui les caractérise. Et c'est ça ce que nous n'avons pas au Congo, et puis dans beaucoup de pays africains, même ici en Amérique, chez les Noirs américains, chez les autres, parce que nous sommes définis par les autres, nous ne sommes jamais arrivés à nous définir. Ce que nous sommes, c'est ce que les autres ont dit que nous sommes. Et nous nous complaisons avec ça. Nous avons même des gens qui sont professeurs d'université, qui sont des philosophes, qui sont des sociologues. Jamais ils se posent des questions fondamentales sur qui suis-je. Alors que le grand principe de connais-toi toi-même, qui a été volé par Socrate, c'est un principe égyptien, africain. C'est un principe égyptien, africain. Donc chaque Africain doit se poser la question, qui suis-je? Et pour les Congolais, par exemple, vous vous demandez pourquoi sommes-nous au centre de l'Afrique, entourés par 9 voisins, et dans un pays où il y a beaucoup d'intérêts. Alors qu'est-ce que Dieu, si c'est Dieu qui nous a placés, qu'est-ce qu'il a voulu que nous soyons? Moi je pense que la volonté de Dieu, s'il existe, c'est qu'il a voulu que tout Congolais soit riche. Voilà. Alors si vous êtes pauvre, ce n'est pas la faute de Dieu. Il vous a tout donné. Il vous a donné plus que tout. Alors aussi longtemps que vous ne vous posez pas des questions pareilles, vous n'allez pas transformer ce que vous avez. Vous êtes docteur dans l'histoire de Karl Marx. Vous êtes docteur vous connaissez bien Victor Hugo. Vous êtes docteur, je ne sais pas moi, dans l'histoire, je ne sais pas moi, de Khrouchtchev ou quelque chose comme ça. Mais vous n'êtes pas capable de dominer. La Bible dit que Dieu créa l'homme pour qu'il domine. Et les Congolais n'ont aucune ambition pour dominer, même leurs moustiques. Donc pour avoir l'insecticide, ça doit venir d'ailleurs. Les Congolais ne peuvent même pas dominer leurs poissons. Ils meurent de vieillesse. Mais ils sont en train de prier toujours que Dieu les assiste, alors que Dieu leur a tout donné et les autres viennent chez vous, ils rentrent milliardaires. Donc il y a une inconscience. Et maintenant, quand on vient vous dire que votre coutume est satanique, vous commencez à vous haïssez vos parents, et beaucoup de gens dans ce mouvement meurent parce que quand vous ne respectez pas votre père, la loi, la nature elle-même, ou même la loi de Dieu, ça va vous frapper. Et quand vous mourrez, vous ne verrez pas les dirigeants de ce mouvement-là venir au deuil, et beaucoup de gens meurent comme ça. Et puis on est en train de fabriquer une nouvelle classe des Congolais qui n'ont pas de congolité ou de congolitude. Alors il faudrait, pas seulement, on n'est pas là pour critiquer ce que les gens disent, d'ailleurs c'est notre droit de critiquer. Quand on voit quelque chose qui ne marche pas, il faut la critiquer scientifiquement. Alors moi j'aimerais que quelqu'un amène des arguments pour me démontrer que le concept de combat spirituel est biblique. Ce n'est pas du tout biblique. Pourquoi? Parce qu'on dit que le mal, nous avons Ed Murphy, nous avons Boyd, et nous avons Peter Wagner, et nous avons Akolaté, parler de la normativité du mal. Et le mal là, c'est le mal au niveau de la rébellion du diable. C'est le mal, donc le péché originel.
Mais le mal dans le combat spirituel, c'est le mal dans votre famille, dans votre généalogie. Donc c'est parce que votre ancêtre avait fait quelque chose de mauvais, ou bien votre père ou quelqu'un d'autre que vous souffrez aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire que vous êtes un homme condamné quand vous naissez en Afrique, donc vous êtes maudit. C'est ce que les Occidentaux ont dit aux Africains, vous êtes les descendants des Cam, vous êtes maudits, vous êtes créés pour être dirigés. Mais ça, c'est un grand mensonge. Même quand Noé avait maudit Canaan, nous ne sommes pas des Canaan. Canaan, c'est pas en Afrique. C'est pas en Afrique. Alors les gens font des interprétations tout à fait erronées. Et les Congolais boivent comme à l'entonnoir toutes ces faussetés. Comme j'ai vu dernièrement là, des soi-disant députés assis par terre, en cravate et tout ça, et quelqu'un, vous par terre, vous mettez par terre. Vous sortez demain, vous appelez le député. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que le Congolais a perdu le sens de la dignité en permettant ces genres de destruction de sa culture. Nous appartenons tous à une culture universelle, mais chaque peuple doit mener sa culture. Alors la nôtre, c'est laquelle? Nous sommes en train de détruire notre culture, et puis nous devenons qui? Les apatrides? Ou quand vous êtes ici en Amérique, vous rigolez en anglais, vous rigolez en suédois. Ça fait de vous qui? Vous êtes toujours congolais? Vous avez toujours le même sang? Donc l'identité culturelle, aussi longtemps que vous avez le même cerveau, vous êtes toujours vous. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, le combat spirituel, tel qu'enseigné au Congo, est en train de détruire l'avenir du Congo. Il n'y a pas de développement sans identité culturelle. Il n'y a pas de culture sans développement. D'ailleurs, le mot développer, c'est cultiver. Cultiver, c'est développer, c'est transformer. Le développement a dépassé le niveau économique, de la croissance économique, pour devenir un développement humain. Donc l'histoire des idées, c'est l'histoire de nos arts, de nos créations, de nos productions littéraires, de nos productions scientifiques. Et c'est ça ce qui constitue notre civilisation, et c'est ça ce qui nous distingue des autres. Et s'il y a quelque chose à préserver, ce sont ces valeurs-là qui sont irremplaçables et immuables. Alors, quelle chance nous donnons au Congo pour son développement? J'ai écrit quelque chose ici. Les Congos et les Congolais doivent développer une philosophie de la responsabilité. Parce que le problème du Congo, c'est que nous sommes devenus indépendants avant d'être responsables. Pourtant, il faut être responsable avant d'être indépendant. Si tu prends une voiture et tu donnes à un enfant de 15 ans, puis il commence à rouler, il ne sait pas rouler, tout ça, tu verras quand même ce qui va arriver. Il n'a pas encore atteint le sens de la responsabilité pour savoir comment me comporter avec cette voiture, la garder pendant. Il va aller jouer, il va faire tout ce qu'il veut faire et vous allez en pâtir. Donc il faut enseigner la culture de la responsabilité. Beaucoup de Congolais ne sont pas responsables dans tout ce qu'ils font. Les parents, comme les étudiants, les professeurs, les pasteurs, tout ce que vous voulez, ne sont pas du tout responsables. C'est bien que l'actuel président est en train de centrer sa politique sur l'homme congolais. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que cet homme congolais doit être défini. C'est qui cet homme congolais? Parce que si vous ne l'avez pas défini, vous ne reconnaissez pas l'autre. Et c'est le grand problème des Congolais. Personne ne reconnaît l'autre. Or, on ne peut être soi-même que par rapport à l'autre. C'est l'autre qui va t'appeler Calais. Si quelqu'un ne t'appelle pas, comment tu sauras que tu es Calais? Ok? Même la vie que tu as vient de l'autre, de tes parents. Tu ne l'as pas choisi. Mais les Congolais n'aiment pas reconnaître l'autre. C'est à partir du moment que vous comprenez que l'autre qui est en face de vous n'est pas une menace ou un ennemi, mais c'est lui qui vient d'ailleurs pour vous aider à être vous-même, alors vous allez le respecter, et c'est de là que vont naître les lois, les droits de l'homme, et tout ça. Parce que l'identité, c'est un droit fondamental de l'homme. C'est un droit d'avoir une identité. Alors si quelqu'un est en train de détruire votre identité, vous devez vous dire qu'il est en train de détruire votre vie. Donc, l'homme doit être défini, il ne doit pas être l'homme qui était conçu par les Belges et par les autres, mais il doit être conçu par nous-mêmes. Donc il faut faire du ministère de la culture un ministère central au Congo. Parce que tout passe par la culture. Les sciences, l'économie, la politique, tout. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de votre histoire des idées.
ça fait partie de votre patrimoine culturel. Il faut faire un projet d'homme congolais et un projet de la nation congolaise. Ça doit exister. Parce qu'on ne doit pas seulement faire un développement dans le sens de transplanter le développement des autres sur le sol congolais. Les gens ont des drones, vous achetez les drones, vous amenez chez vous et vous pensez que vous développez. Vous n'êtes pas développé. Vous avez tout simplement amené le développement des autres chez vous, mais vous n'avez rien développé. Et vous allez voir peut-être les drones là sont faits avec des matières qui sont chez vous, vous-même vous ne faites rien. C'est le Congo qui doit avoir des spécialistes en uranium, des spécialistes en zinc, des spécialistes en cobalt, des spécialistes en diamant, spécialistes, tout ça, c'est vous qui avez ça. Vous ne pouvez pas être là pour faire le diamant, vous appelez un spécialiste quelque part, ça n'a pas de sens. Et puis, il faut discipliner, enrichir et actualiser les langues congolaises. Parce que la culture s'exprime à travers les langues. Il faut faire évoluer vos langues, faire des dictionnaires, enseigner ça à vos enfants. Aussi longtemps que vous n'avez pas perdu votre langue, vous n'avez jamais perdu votre culture. Donc, il faut enseigner à vos enfants votre langue. Alors, si vous pensez que vous devenez un villageois parce que vous parlez votre langue, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous devez parler votre langue. C'est ça, vous. Donc, si vous ne le faites pas, c'est une mauvaise chose. Alors, élaborer une archéologie du savoir, les gens qui ont les musées des nationaux du Congo et tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Ce n'est pas seulement pour l'esthétique, mais ça, c'est toute l'archéologie du savoir congolais. C'est là qu'on doit garder ça. On doit enseigner ça à nos enfants et on doit concevoir un curriculum d'enseignement fondamental et puis moyen et puis supérieur de nos enfants qui connaissent mieux le Congo que n'importe où dans le monde et puis qu'on arrive à faire les humanités congolaises ou à faire une sorte de congolistique. Parce que jusque-là, nous sommes en train de suivre les humanités gréco-latines. Selon la civilisation gréco-latine, il faut notre civilisation à nous. Beaucoup de gens étudiés, ils doivent accoucher cela. Il faut des humanités congolaises. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un centre culturel congolais. Qu'est-ce que vous allez montrer là-bas? Parce que la plupart des livres que vous écrivez, c'est pour copier les autres. Tel a dit, tel a dit, tel a dit, vous n'avez rien à dire. Quand les gens vont venir voir dans vos livres, ils vont lire ce qu'ils connaissent chez eux. Ou bien ils viennent vous voir là, vous êtes docteur en anglais. Bon, vous êtes devant un Américain qui parle anglais. Alors qu'est-ce que vous allez lui apprendre? Mais si tu étais docteur en Kiyaka, tu as quelque chose à lui dire. Tu vas se demander Kiyaka, c'est quoi? Vous lui expliquez. Mais quand vous êtes docteur en anglais, lui-même est né en Angleterre, il parle anglais. Vous lui apprenez quoi? Vous ne valez absolument rien. Donc il faut avoir quand même cette idée-là, que toutes les lois soient inspirées par cette utopie du Congo de demain et les projets de la société que nous escomptons avoir. Nous devons avoir un projet de notre société, quel Congo nous voulons avoir. Alors toutes les lois que nous avons dans nos parlements ne doivent pas être là, taillées sur mesure pour soutenir des individus, mais c'est pour nous amener à atteindre cet objectif, avoir une réflexion prospective pour le Congo dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais pas. Et pour cela, il faut avoir des esprits, il faut avoir des gens qui réfléchissent, qui ont des visions. Alors, il faut un enseignement idéologique à travers l'éducation de masse pour mouler les Congolais dans une même mentalité. Parce que juste là au Congo, nous avons les populations congolaises. Nous n'avons pas qu'un peuple, nous n'avons pas qu'une nation. Parce que nous ne parlons pas une seule langue, je veux dire. Nous n'avons pas une même mentalité. Et les gens raisonnent, chacun se débrouille à sa manière parce qu'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas d'utopie, on va nulle part. Donc il faut cesser de transposer le développement des Congo, mais il faut faire un développement endogène à partir de ce que nous avons et ce développement doit être durable pour les générations à venir. Alors là, j'ai essayé de bosser rapidement pour ne pas prendre trop de temps. C'est que c'est de la communauté, c'est l'utilité même du Congolais, mais ce qui les caractérise dans son fort intérieur. Et j'ai essayé de montrer le combat spirituel tel qu'il est présenté dans le monde chrétien à travers l'Occident et même l'Afrique. Et j'ai donné ce que le mouvement du combat spirituel est en train d'enseigner. Et puis moi, j'ai donné ma théorie du combat spirituel, donc qui montre que le combat spirituel, c'est un combat intellectuel. Je vous remercie. Vraiment, nous avons besoin, je vous dis tout d'abord merci
d'avoir pris du temps de préparer tout ça, mais je sais que c'est beaucoup. Et merci pour les documents que vous avez déjà préparés pour le Parlement congolais. Et je veux vous rassurer que ce document arrivera et nous allons faire des suivis pour que les députés du travail, ces gens-là ne travaillent pas. Ils portent des lunettes fumées, ils dorment dans leurs lunettes. Nous allons être sûrs que ces gens-là travaillent, parce que nous commençons à leur envoyer maintenant des documents sur lesquels ils doivent se baser. La société civile que nous sommes, nous devons leur faire travailler. C'est pourquoi ils ont ce mandat-là. Avant de donner la parole, vous avez parlé de Daniel, hein? Parce que maintenant il y a eu une petite confusion dans notre tête, comme on est là. Mais je vais dire une chose. Daniel, dans sa prière de 21 jours, il a été déjà exaucé dès le premier jour. Ça veut dire que Daniel était déjà très bien, mais il y a eu blocage au niveau de l'air, comme on vous avait expliqué. Mais voyant maintenant les origines, Daniel, quand il était né, il n'avait pas commis de péché. Il était très bien. Mais Daniel, à un moment donné, les choses ne marchaient pas. Et c'est là où vous dites que les Congolais doivent se poser aussi des questions. Qui suis-je en tant que Congolais? Mais Daniel s'était posé aussi la même question. Et Daniel était arrivé à comprendre qu'il pouvait aussi prier pour la famille dont il est issu. Et la Bible dit qu'il avait prié, il avait demandé pardon à Dieu pour les erreurs qui ont été commises, pour que cela soit réparé. Et Daniel avait eu gain de cause. Là, on parle de 4 générations en fait. Mais la Bible fait voir que Daniel, à partir de sa génération, il a été béni, et la Bible dit que les 100 générations à venir, ils seront bénis. Donc, la postérité, donc ils seront bénis. Hein, on s'entend bien. Parce que vous allez y revenir un peu, mais j'ai voulu éclaircir pour dire que oui, on ne peut pas rejeter la coutume, on ne peut pas rejeter ce que nous sommes, mais quand même on peut se questionner pourquoi quelque chose ne marche pas. Mais avec Daniel toujours, nous avons compris que les choses avaient marché. Avec Jaébé, les choses avaient marché. Donc, les choses avaient marché. Ici, il n'a pas voulu mettre la confusion, mais il a voulu faire voir que le peuple doit réfléchir, se poser la question sur son identité. Nous, aujourd'hui, Congolais, nous avions perdu notre identité. Nous semblons tout copier et nous semblons être des suivistes. Donc, je voulais éclaircir à ce niveau, hein, pour faire voir que c'est possible qu'on puisse se poser cette question. Et nous sommes, nous, Congolais, à ce stade d'aujourd'hui. Revenir maintenant sur les hommes de Dieu, parce que vous avez parlé. Il y a la confusion au Congo. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre, enseignant, tout ce que vous voulez aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Quand vous allez poser une question, et là, ayez ça en tête, hein, demandez à votre pasteur là, quelle est sa succession apostolique. C'est très important. Lorsque un pasteur n'a pas une succession apostolique, et lorsque lui-même ne sait pas ce que c'est la succession apostolique, donc c'est grave. C'est-à-dire, un enfant lui demande qui est ton père. Il dit son père s'appelle Samuel. Hein, vous connaissez son père. Alors, quel est le père de Samuel? On connaît le père de Samuel, le père de celui-là. Donc, on peut aller comme ça, 3-4 générations. Mais au Congo, c'est un désordre établi. Donc, quelqu'un peut se réveiller, il est pasteur. Ils peuvent avoir un petit groupe après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tous deviennent des prophètes, des apôtres. Et le mal peut arriver parce qu'il n'y a pas de contrôle. Je m'excuse de le dire, mais
lorsque nous voulons toucher à notre nation pour corriger d'autres choses, tout doit être dit. On n'a pas le temps de perdre pour cajoler les gens. Non, on n'a pas ce temps. Il y a un désordre établi dans tous les domaines au Congo qui doit être refait aujourd'hui. Alors, je laisse maintenant la place pour les questions. Ce que nous retenons, c'est que nous avons les combats spirituels et nous avons aussi l'autre point, quelle chance de développement pour la RDC. Et vous avez touché rapidement compte tenu du temps. Alors, celui ou celle qui peut avoir des questions peut poser et Bishop va répondre. Ah oui, papa, tu parles. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est juste un commentaire, c'est tout. Oui. Prenons, nous avons le Congo, prenons les États-Unis à la Nous ne sommes pas différents des sections. Les gens qui sont ici, là, nous sommes comme une collection de Congolais, même je ne sais pas qui sont ici, nous sommes de collection. On n'a même pas d'amour entre nous ici. Et c'est ce qui se fait de l'autre côté là. C'est pour ça que je ne sais pas, avec les documents que vous avez, c'est une bonne chose, mais je ne sais pas quel est le miracle qui va nous faire changer. Vous savez le Congo a un très grand problème. Mobutu, quand il était au pouvoir, il a créé la musique. Le Congo ne connaît pas la musique. Et vous pouvez, vous étiez encore trop jeunes, il y avait la multiplication des orchestres. Mais qui finançait les orchestres? Il y avait toujours ça. Les Congolais étaient préoccupés par la musique. Et Mobutu a duré pendant 32 ans. Vous vous demandez comment il a duré pendant 32 ans. C'est parce que nous étions distraits avec la musique. Les gens ne se rendaient pas compte que la vie des enfants, de d'autres générations sont en train d'aller vers le bas. Et après Mobutu, qu'est-ce que nous croyons, qu'est-ce que nous entendons parler là-bas? Ce sont des églises, comme vous le parlez ici là. Ce sont des églises qui sont à la base de la souffrance qui est au Congo là-bas. On parle ici des mamans Hollande et d'autres pasteurs. Les Congolais sont dans les églises au lieu d'aller au travail. Le matin jusqu'au soir, des faits légers. On a parlé que nous avons 9 pays voisins. Dieu nous a donné tout. Pourquoi continuer toujours à payer quand nous avons tout? Il nous a donné, il nous a dit de travailler sur les choses que nous avons. On ne fait rien, mais on est à l'église, en train de demander à Dieu. Quand nos amis, nos frères qui sont aux environs sont en train de s'amuser avec de l'argent, avec les biens du Congo, nous le voyons, ils sont même dans l'église, assis devant les pasteurs, bien habillés. Et nous sommes derrière eux, en train de prier à Dieu pour que Dieu puisse nous bénir. Quand ils sont assis là-bas, tout l'argent dans les matelas chez eux à la maison. Et je ne sais pas comment quand Dieu va descendre chez le Congolais pour qu'ils puissent comprendre. Et nous commençons d'abord par le Congolais de râler. Ça ne marche pas. Vous avez demandé à la conférence combien il y en a qui sont dans la salle ici. Mais pour jouer les matchs de football, de soccer, ils sont nombreux. Vous allez trouver les hôtels sont pleins. Ils viennent de partout. Ça, c'est là où vous pouvez reconnaître les Congolais.
a des choses comme ça. Ils sont portés, ils sont là, ils vont se déplacer, ils vont prendre des billets d'avion pour être là. Mais quand il s'agit des choses qui sont sérieuses, ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Ce que je voulais seulement citer un commentaire, quoi. Mais nous sommes les miroirs de ce qui se fait au Congo. On ne peut pas condamner ce qui se fait au Congo. Car nous qui sommes ici aux États-Unis, il n'y a pas de changement. Merci beaucoup pour votre part. Oui, Papa François. J'aimerais poser la question. J'aimerais poser une question à l'orateur. C'est une question fondamentale, il me semble. Ne pense-t-il pas que le fait ne pas être enseigné, ou le fait plutôt d'être mal enseigné, provoque tous les problèmes que nous avons? Je prends la société occidentale. J'ai fait de la lecture de la Bible pendant des années et des années. Ce n'est que quand Martin Luther fait la Bible, qu'en prenant les principes bibliques, ils vont commencer à développer leur pays. Parce que tout ce que vous avez dit, l'enseignement qui est donné au Congo, qui est donné dans les églises, ce n'est pas ce que Dieu dit. À partir du moment où vous ne faites pas ce que Dieu dit, comment voulez-vous vous développer? Vous avez dit vous-même, Dieu a dit tout est accompli. Maman là, il dit non. Voilà, je pense que la base, c'est l'enseignement. J'ai eu le bonheur d'être au Congo. Je suis allé, comment on appelle, il y avait une manifestation sur, comment appelle-t-on ça? La foire des petits artisans. Et j'ai découvert des merveilles. Des merveilles. Des gens qui font des jus, des gens qui font des médicaments à partir de, comment on appelle, des produits naturels. Et on essaye de mettre un accent. Et si vous allez aujourd'hui au Congo, j'en viens, il y a de plus en plus un retour à ce que faisaient nos ancêtres, comment on appelle, la pharmacopée et tout ça. De plus en plus, parce qu'on s'est rendu compte des limites. Il y avait une fête à Wuppertal et il y avait un garçon congolais qui était né en Allemagne, qui était allemand. Ils ont dansé avec ses amis, ils ont fêté, ils ont mangé, ils ont bu. Alors ils dansaient toutes sortes de danses. Et puis ses amis lui disent, mais est-ce que tu peux nous danser un peu la danse de l'Afrique de chez eux? Il dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Moi je suis allemand, moi je suis né ici. Je suis allemand, je ne connais rien. Il dit, oui, mais tu es noir, tu es de l'Afrique. Bon, les gars étaient confondus. Parce que pour lui, il est allemand, il ne s'intéresse pas à l'Afrique, il ne savait rien de l'Afrique. Il savait tout de l'Allemagne, mais ses amis allemands lui disent que toi tu es noir, donc tu es de l'Afrique. Donne-nous quelque chose de ta culture. C'était vraiment très embarrassant. Je ne sais pas si ces garçons-là ont compris finalement que, bien qu'il était né en Allemagne, il était quand même noir. Il venait de l'Afrique. Donc c'est tout simplement pour dire qu'il faut connaître chez soi. C'est toujours très important. Et parce qu'il y a des situations de fois qui arrivent, où on dit, bon, on a des problèmes, mais maintenant les étrangers doivent partir chez eux. Chacun doit reconnaître là d'où il vient. Et puis si tu ne connais pas d'où il vient, ça devient. Mais ça c'est un peu d'une manière plus simpliste d'expliquer la chose. Mais l'intérêt c'est d'abord, si tu comprends qui tu es. En leadership, nous avons un principe qui dit, si tu connais ton identité, tu connaîtras sur ton autorité. Si tu sais qui tu es, alors tu peux définir où tu peux aller. Tu peux savoir qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie. Tu peux définir ton avenir et ton utopie. Parce que tu sais qui tu es. Donc, c'est-à-dire, si tu es par exemple fils du roi, et que tu es en train de manger des histoires dans la rue, alors que tu as le droit d'être dans un palais, donc tu vois qu'il y a un problème. Alors, quelqu'un qui est congolais, si le Congo était bien développé, tout Congolais doit être fier partout au monde d'être congolais. Ce n'est pas parce que les gens qui sont au Congo sont en train de détruire le Congo qu'on doit y aller. Je sais que Voltaire a dit qu'il n'y a pas de patriotisme dans la misère. Et les gens aiment souvent là où ils sont bien, plutôt que là où ils sont nés.
beaucoup de gens, là où ils sont bien, c'est là où ils trouvent que c'est chez moi, ils aiment ça, ils sortent de l'attachement là-bas. Même s'ils sont nés quelque part, si c'est la misère là-bas, des fois, les gens nient même qu'ils sont de là. Ça, c'est un sentiment tout à fait humain. Mais c'est toujours important de se battre. Pourquoi je dis cela? Il faut haïr ceux qui gouvernent, parce qu'ils gouvernent mal, mais pas le Congo. Le Congo ne vous a rien fait. Ce sont les dirigeants qui sont en train, qui sont irresponsables, immatures, et sont en train de détruire le Congo qui pouvait être une grande puissance, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Et le deuxième volet, si tout le monde se décourage parce que ça ne marche pas au Congo, qui va développer le Congo? Il faut que les gens qui ont vu le soleil, qui vivent à l'étranger, soient en mesure de repêcher ceux qui sont restés dans la caverne. Et ça, c'est une grande responsabilité. Donc, Israël a ressuscité grâce à cet esprit. Et beaucoup de pays dans le monde, le Mali, le Kenya, et les autres, c'est grâce à leur diaspora. La Chine. J'ai souvent vu beaucoup d'amis chinois, beaucoup de gens coréens, ils sont ici, ils viennent faire le master en IT, donc Information Technology, et ils rentrent chez eux. Et ils ont, comment je peux dire, ils ont mimé, ils ont imité beaucoup de choses, et finalement, ils commencent à appliquer le professeur. Donc il faut que ceux qui peuvent voir de loin que ça ne va pas, parce qu'ils vivent d'autres expériences, ce sont ceux-là qui peuvent montrer à ceux qui sont restés que la vie que vous vivez, ce n'est pas la vie que vous menez. Il y a mieux. Vous pouvez vivre mieux. Il y a moyen de changer la situation. Mais si nous qui sommes ici à l'extérieur, nous vivons dans des conditions normales, et que nous voyons nos frères là-bas, ils n'ont peut-être pas. Parce que vous savez, avec l'arrivée de Kabila le Père, à l'époque de Mobutu, il y avait la dictature, mais il y avait quand même la méritocratie. Mobutu a formé les gens. Il a formé les officiers supérieurs. Il a formé des professeurs d'université gratuitement. Il a formé des ingénieurs. Beaucoup de gens, il était entouré de cerveaux. C'est-à-dire que souvent, à l'étranger, on avait peur de Mobutu. Parce qu'il avait des expertises. Quand Kabila le Père est venu de sa brousse où il était, il a ramassé des gens et il a fait des chefs. Il arrive dans un village, qui voulait qu'il soit dans santé du territoire. Bon, nous voulons tel enseignant qui est au village là-bas. On le prend, il vient avec le papa, c'est lui. Et à partir de ce moment-là, vous êtes même pour devenir député. Chacun devient député dans son village, dans sa province. À l'époque de Mobutu, on pouvait être député partout. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, on ne peut pas avoir l'identité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un. Et puis, de deux, l'impact est que ça vous permet de savoir ce qui va mal. Ça vous permet de voir ce qui va mal. Alors, parce que vous savez ce qui peut aller bien, alors vous pouvez aider ceux qui sont restés là-bas, directement ou indirectement. Et parce que chacun doit contribuer, éviter pour sa terre natale. Donc, en ce qui concerne la communauté congolaise, moi j'ai fait des efforts, comme le président a dit là, pour essayer de conscientiser les Congolais. Parce que vous allez voir, les Congolais peuvent avoir fait 30 ans ici, comme Papa Touba a dit, mais ils raisonnent même moins que les gens qui sont restés là. J'ai l'impression que les gens qui sont au Congo sont un peu plus éclairés, ils sont beaucoup plus patriotes, ils se battent peut-être pour survivre, ils lèvent le ton, mais ceux qui sont au Congo, ce que je dis, ici à Raleigh, parce qu'il est capable d'acheter une voiture ou une maison, puis il peut bien manger, il s'en fout du reste. Et il y en a beaucoup qui sont ici, le président, je ne le connais pas. Il y a beaucoup de Congolais qui sont ici, vous n'avez jamais rencontré. Ils sont des médecins, ils sont des ingénieurs, ils sont là, ils ne veulent pas se mêler avec les Congolais parce qu'ils ne voient rien dans ces communautés de Congolais. J'essaie de parler, par exemple, avec des pasteurs, comme la question que Maman Béa a posée, est-ce qu'il y a un centre culturel, est-ce qu'on peut penser à nos enfants, leur apprendre la culture. J'ai essayé de faire des efforts dans cette salle pour essayer de réunir les gens, dire aux pasteurs, quand vous réunissez, parlez des problèmes pastoraux, parlez de nos enfants qui sont nés ici, qui connaissent notre culture. C'est comme ça leur dit absolument. Dernièrement, j'étais dans leur réunion, je leur ai dit qu'il y a une conférence, et le problème de combat, c'est un combat pastoral. Parce que dans beaucoup des églises, nous avons ce problème-là. Alors venez donner vos idées. Et aujourd'hui, ils sont allés en retraite, tous les pasteurs. Donc je ne sais pas, ils s'intéressent à quoi?
Alors si les leaders, parce que les leaders des rallyes ici, la plupart ce sont des leaders d'église. Comme quelqu'un a posé la question, il dit les églises après la musique, c'est les églises. Alors, il y a des gens qui ne se saluent pas avec leurs voisins, juste parce qu'ils appartiennent à des églises différentes. Et ce sont les personnes qui sont à la base de cela. Alors chacun soupçonne chacun. Bon, peut-être quand on te voit, tu as beaucoup de cheveux, on dit aux hommes, ça la vie. Ou bien parce que quand on te voit, tu as quelque chose là-bas, je ne connais pas son état là. Alors, il y a beaucoup de choses comme on vous soupçonne, hein, comme nous autres, le Monseigneur, si je porte ma foi là-bas, qu'elle va croire dans la voie d'un examen magique. Et c'est cela. Alors, il raconte n'importe quoi et les gens se soupçonnent, ils ne peuvent jamais se mettre ensemble. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont en train de raconter les gens. Et la troisième chose que je vais relever, c'est que le Congolais a perdu le sens de l'expertise. Le Congolais ne veut pas utiliser quelqu'un qui est formé, qui sait ce qu'il fait. Le Congolais veut prendre quelqu'un qui peut utiliser, qui raconte des bêtises, surtout qui contredit les autres, qui insulte. Oui, mais quelqu'un qui a étudié, qui est un expert, on va jamais l'utiliser. Comment on peut être dans un comité comme Papa Touba dit là-bas qu'il n'y a pas de projet? Mais nous avons des économistes, nous avons des managers de projets. Parmi les Congolais, nous avons ceux qui ont fait les développements économiques et tout ça, qui peuvent concevoir des projets. Et ceux qui ont appris comment travailler dans les ONG sont là. Mais maintenant, il faut que la communauté les utilise, même s'ils n'ont pas payé la cotisation. Allez rapidement pour terminer. Bon, le concept maintenant hollandien du combat spirituel, parce que c'est là qu'il s'agit, ça peut permettre à chacun de comprendre la position que je prends. Selon Bénédicte Meyers, le combat spirituel, elle est anthropologue qui a beaucoup étudié ce phénomène. Le combat spirituel hollandien, qui est devenu une institution transnationale, prêche une polarisation des forces spirituelles en lice, une radicalisation récente des protagonistes dans une lutte entre Dieu et le diable, donc un combat sans frontières. Un combat agonistique dont les références dans les prédications, c'est l'apôtre Paul, selon Éphésiens 6, j'ai déjà dit quelque chose là-dessus. Selon cet anthropologue, c'est un combat des contraires, mais réversible à l'échelle mondiale. Il s'incarne dans le corps de l'individu et se situe aussi dans un invisible transnational mondialisé. Ou dénoncer des pactes noués avec le diable et le bonne guerre. Donc, dans une interview qu'il accorde à Papa Amos en Belgique, un membre du combat spirituel en 2007, celui-ci déclare, je cite, « Nous apportons notre spécialité pour un perfectionnement dans le lys corps du Christ. Et dans le combat, il y a aussi des spécialités. Avec Olani, c'est le combat contre la coutume. Avec Peter Wagner, c'est le combat contre les... J'ai l'impression que ce soit au Congo ou ici, on a formé des fonctionnaires, mais pas d'entrepreneurs. Je me tourne vers Béatrice. La question qu'elle pose, au lieu d'être une question, devrait être une proposition de quelque chose. Quand nous sommes confrontés aux Congolais, nous critiquons aisément. Mais est-ce que nous pouvons formuler des propositions concrètes? Je pense qu'à partir du moment où nous allons commencer à formuler des propositions concrètes, nous allons contribuer. Il y a des manquements. Comme a dit Papa Tiba tout à l'heure, si nous commençons à faire des propositions, je lui dis par exemple, dans un aparté, je lui dis, mais propose une classe de Chiluba, de Swahili, de Kikongo et de Lina. Il y a sûrement des professeurs ici, faire des bauches d'une grammaire et commencer à faire quelque chose. Parce que j'ai constaté que je viens du pays, c'est le même problème. Critiquer, c'est aisé, mais quelle est votre proposition? Le pays est à terre. Vous avez constaté ceci. Mais quelle est votre proposition dans ce domaine-là pour qu'on puisse
relever. Même ici aussi, on ne va pas charger comment on appelle la communauté. Que pouvons-nous faire comme proposition, chacun dans son domaine, pour essayer d'arriver à rencontrer les besoins en fait des Congolais? Merci beaucoup. Il faut donner des propositions, mais il faut aussi que ces propositions soient acceptées. Parce que nous avons aussi le problème des gens qui ne veulent pas accepter ces propositions qui ne s'appliquent pas bien. Parce que même pour qu'on puisse faire la conférence ici, heureusement que le président, c'est quelqu'un ouvert, il veut le développement. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté que la communauté vienne ici. Lui, il dit non, moi, pendant mon mandat, il faut le développement. Voilà, il est là pour dire ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit les choses de la même manière. Bon, au Congo, c'est la même chose. Quand vous donnez une proposition, il y a un an, combien de plaintes n'avons-nous pas eu des gens qui veulent voir le président, qui viennent avec des business, mais on les bloque par les conseillers pour ne pas voir le président? On les bloque. Parce que si lui va présenter, on va le connaître, donc il sera plus important, on va oublier, alors que les idées là-dedans, tu ne les as pas. Tu ne permets pas à celui qui a ses idées de les proposer. Et en faisant ça, on freine le progrès. Alors cet esprit-là, de reconnaître l'expertise de l'autre et d'utiliser les expertises que nous avons, même pour faire le projet, pour faire développer. Je peux donner l'exemple. J'ai participé à un projet à Charlotte, la communauté de Charlotte, quand Maman Béa parlait du centre culturel. Mon ami Christian Borrella, Dr. Borrella, m'a invité plusieurs fois là-bas. La communauté de Charlotte a utilisé des ingénieurs congolais qui lui ont fait une maquette d'un centre culturel. Ils ont fait ça comme contribution gratis. Et au moment où je vous parle, la dernière fois que j'étais, ils avaient déjà 15 minutes là, ils ont acheté un terrain. Ils ont une maquette. Ils sont en train de faire la campagne, les gens continuent à contribuer. Il faut faire, le centre culturel là, à Charlotte va exister. La maquette est là, les gens continuent à donner de l'argent et ils demandent de l'argent même à l'État, à d'autres personnes, chercher des grants, des choses comme ça. C'est faisable ici. Il faut seulement amener le projet. Parce qu'on peut trouver des grants ici. Donc, à Charlotte, on l'a déjà fait. Si on veut le faire ici et on veut utiliser tout le monde, il y a des gens, nous avons des ingénieurs ici qui peuvent faire des maquettes. Donc, c'est une question de. Moi, j'ai une proposition. De leadership. J'ai une proposition. Le programme des changements de mentalité. Je ne sais pas. Mais il faut habiller la proposition, il faut l'habiller. Moi, je voudrais insister sur la chose principale. Le manque, parce qu'en fait, vous avez dit Dieu c'est la vérité. Le manque de vérité fait que finalement, on a des semi-vérités ou des demi-vérités qui ne sont pas la vérité et on utilise cela pour essayer de faire quelque chose alors qu'en fait, on est à côté. Est-ce que ne constatez-vous pas que c'est parce qu'il n'y a pas la vérité, même dans les églises? C'est ça que je voulais vous demander. Oui, une autre question là. Non, une autre intervention, oui. C'est pas vraiment une question, c'est juste une illustration de ce que le donateur a dit, la négation de l'histoire d'un pays. Moi, j'ai été au Congo, j'étais là, moi, je suis né. Je suis allé visiter des amis avec qui j'ai travaillé à la semaine. C'est monsieur, quand c'est monsieur, c'est ça que je veux dire. Quand je suis là, vous savez, depuis 20 ans, on s'est plus vu. Quand je suis allé à la semaine, c'est un ami qui m'a dit, votre ami, il est là, il est à tête. Et on est allé à son bureau. Il a ouvert, j'ai appelé le monsieur par son nom. Et moi, je pense toujours. Il n'a pas réagi. Absolument pas. Il m'a ignoré totalement. Alors, l'ami avec qui j'étais, il a appelé par un autre nom. Et le gars se fait, oh, mais bonjour, comment ça va être? En fait, quand je suis sorti de la main, c'est ma faute, j'aurais dû te dire. Il a une croyance calme, il croit, je ne sais pas si c'était quel mouvement, on lui a dit, parents de l'autre. C'est un homme. Mais c'est le même malheur et tout, alors il ne peut plus de ces noms. Donc vous vous rendez compte, jusqu'à ces niveaux-là, il y a un monsieur que moi j'ai connu, que moi j'ai laissé à 18 heures lors de ces universitaires,
qui va nier totalement le nom que son père lui a donné. Donc le problème est très sérieux. Vous avez parlé de la négation de La négation du nom que son père lui a donné. l'identité en fait. De L'identité, c'est l'identité. Donc le problème est très sérieux. Cela n'est pas arrivé à une personne qui n'a pas étudié, une personne à qui on peut dire, bon, du fait qu'il a des limitations du point de vue cartésien, il peut facilement être réduit. Donc ce problème est un problème sérieux et systémique. Si ça frappe l'intellect, parce que c'est l'intellect qui est censé être dans le locomotive qui va en fait pousser les pays vers le développement. Donc c'est un problème extrêmement sérieux, très profond. Quand le monsieur que vous connaissez depuis des décennies vous ignore parce que vous avez appelé par ce nom que son père lui a donné, ça c'est un problème très grave. Merci beaucoup, Païmé. Je voulais juste aborder un peu la connaissance avec le Dieu de Maroc. Et je veux venir à vous pour dire que la façon de professeur a abordé l'histoire, moi je crois que c'est quelque chose qui prend d'abord. Mais lorsque vous avez dit que les Congolais sont extrémistes, sont des extrémistes, je voulais un peu apporter quelque chose pour vous dire. Pourquoi nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Lorsque je vois un simple coiffeur, avant qu'il puisse exercer cette fonction en tant que coiffeur, Parlez pas beaucoup fort. je parle à votre voix. Est-ce que je parle à votre voix? Non, non, parlez pas parce que. Oui. Vous m'entendez? Oui, vous Ok. Je voudrais dire ceci. Lorsque je vois un coiffeur, lorsque vous partez chez les coiffeurs, vous voyez affiché sur les murs son certificat. Je prends l'exemple clair. C'est bien affiché, c'est pour dire que avant de devenir coiffeur, ici, il faut qu'on sache que ce type, passé par les bancs de l'école, a eu son brevet pour afficher et exercer les fonctions de coiffeur. Oui. Je reviens maintenant au Congo. Ça, c'est un exemple pour dire que nous ne sommes pas dessus. Ça, c'est un exemple, c'est un exemple à suivre. Cela me ramène à dire que aujourd'hui, vous le savez, s'il faut devenir un député au Congo, on dit toujours chance pour pas. Cela veut dire quoi? Si j'ai ma popularité, nonobstant mon diplôme, tout et tout, je n'ai pas étudié. L'essentiel pour moi, si je sais que papa est là, pour moi, c'est comme nous avons des rédactions, j'ai des rédactions, j'ai des droits. Donc, quand je vais arriver au Parlement, qui sont pour, qui sont contre, non-abstention, je reste comme ça. Ce que je comprends, c'est qu'il faut être un député. Parce qu'en étant député, il y a des commissions qu'on a toujours créées. D'où dans toutes ces commissions-là, exige au moins qu'il y ait celui qui a fait tel niveau, celui qui a tel niveau, ça démontre que des gens, il faut avoir des gens qui ont des têtes bien faites, bien construites. Est-ce que dans le travail du professeur, est-ce qu'il peut mettre ce point important sur les études? Qu'on puisse un peu ramener un niveau, parce qu'on dit toujours qu'il faut être diplômé d'État. Jusque-là, est-ce qu'on peut augmenter les niveaux jusqu'au niveau de licence ou au niveau de doctorat? Quand bien même il y a des docteurs à Kinshasa, il y a des docteurs au Congo, mais moi je me dis que oui, il y a des docteurs, point d'interrogation. Il y a des licenciés, point d'interrogation. Donc, vous savez, si quelqu'un a étudié à l'étranger, lorsqu'il arrive au Congo, c'est quelqu'un qui est considéré. Vrai ou faux? Vous le savez. Quelqu'un qui a étudié aux États-Unis, lorsque j'arrive à Kinshasa, il a étudié aux États-Unis, c'est fini. Donc, celui-là est considéré par rapport à celui qui a fait des études au Congo. Donc, je me dis maintenant que moi, en tant qu'économiste de formation, j'ai vu l'économie
ici aux États-Unis, ce que j'ai étudié, c'est ça que je vois ici. Mais quand je sais que je suis licencié ici aux États-Unis, dès que j'arrive au Congo, celui qui est licencié au Congo, il est partout. Que faire? Merci. Bon, avec ces cadres d'intervention, Bishop va ramasser vite, mais nous pouvons écouter votre question pour ne pas oublier quoi. Tu peux Je veux intervenir. seulement Oui. compléter ce qu'il a dit à propos de celui qui a étudié aux États-Unis, en France. Parlez, augmentez le volume. Augmentez le volume. Donc, si quelqu'un a étudié par exemple aux États-Unis, il a une spécialité américaine, et là il arrive en Afrique, avant qu'il commence à pratiquer ce qu'il connaît, il doit d'abord suivre celui qui est là-bas. Il va lui montrer comment il faut faire pour aller en haut. À l'époque de Kabila, tout le monde sait ce qu'on faisait. Donc il faut qu'il d'abord qu'il tienne à Kinkakati, à gérer devant les chefs, ils vont te donner la position. Donc si tu ne peux pas les faire, tu ne peux pas, même si tu viens des États-Unis ou quoi que ce soit. Ça, tout le monde le sait. Bon, maintenant j'ai une autre question que je voulais se poser pour la culture. Que pensez-vous de la politique de l'authenticité? C'est mon bout de recommencer ça, mais il n'a pas terminé. Et c'est quelque chose qu'on peut proposer au Parlement. Et puis, bon, j'ai entendu que quand le président est arrivé en Belgique, on lui a montré les musées, là où il y avait des statuettes qui étaient prises par les rois Léopold, qui sont toujours là. On a dit qu'on devait leur remettre ça, mais ils n'ont pas d'endroit où mettre ces statuettes. Donc, c'est une question maintenant pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Surtout la diaspora, les gens qui sont ici à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut contribuer? Le musée est fini. Maintenant, le musée quelque chose dans le Japon, un immense musée juste derrière le centenaire. Oui, oui. Quand ça va finir, à ce moment-là, ils vont amener. Non, c'est fini, le musée est fini. Oh, le musée est terminé. Ah, donc ça fait partie. Oui, donc Oui. c'est une bonne chose. Oui. Donc, pour ceux qui disent que voilà, on ne peut pas se développer, non, je n'accepte pas cela. On peut se développer, mais maintenant, c'est comme tu dis, là, on peut travailler sur l'identité, notre identité, savoir qui on est. Comme tu as dit là, par exemple, au Congo, on est au centre avec tout. C'est qu'on peut être appelé des princes, non pas même riches, mais des princes. C'est-à-dire que chacun peut être un prince ou un roi. Moi, je considère le Congo comme un royaume unis. Ce sont les royaumes qui sont unis. Donc, on a beaucoup. Voilà, c'est une question pour comprendre. Il y a une question. Oui, oui, maman, allez-y. Donc, moi, je voudrais un peu combiner une chose, une question, un constat. Donc, et je voulais aussi poser la question au président de la COCOM et à un autre orateur à propos de la culture. Vous avez parlé qu'il faut commencer par apprendre notre culture et apprendre à nos enfants. Y a-t-il un projet, par exemple, ici à Raleigh, pour apprendre aux enfants qui sont ici à Raleigh notre culture? Y a-t-il un centre culturel de Congolais, peut-être un samedi, réunir les enfants de Congolais pour leur apprendre leur origine? Est-ce un projet? Merci beaucoup, maman. Le président de la communauté s'est secondé avec le vice-président. Ils vont répondre à cette question. Et le bishop va prendre une partie de la même question parce que vous avez touché un peu sur ce qu'il a dit. Donc, je commence par le président de la communauté. Oui, oui, oui. Pendant qu'il s'avance, Jimmy va intervenir. Maintenant, nous ramassons toutes les questions. Il va ramasser en deux parties. Allez-y. Une question de plus un peu comme une remarque. Et là, je m'adresse à Bishop. Lorsque nous parlons de la francophonie, nous parlons de
revenir à la source pour pouvoir définir qui nous sommes en tant qu'individus. Et je pense que c'est le problème que la plupart d'entre nous, moi je prends mon exemple simple, je n'ai pas connu le Congo. Le Congo, j'ai appris au travers de mes parents, au travers certaines conversations que nous avons eu à avoir avec certaines personnes de la communauté. On essaie de redéfinir notre identité congolaise. Mais la grande question qui se pose, moi je pense que c'est là en fait nous avons des problèmes. Quel est l'impact positif que je pourrais en fait, dont je pourrais bénéficier si je repars aux sources. Et la raison pour laquelle je suis en train de le dire aujourd'hui, on nous a présenté un schéma complètement différent. À titre d'exemple, le schéma qu'on nous présente pratiquement dans la communauté, dans le monde occidental, est tel que si j'apprends le français, si j'arrive à m'exprimer correctement en français ou en anglais, je me retrouve dans des structures dans lesquelles on me met dans un certain confort. Et ça, c'est une réalité. Nous avons nos enfants aujourd'hui, nos petits frères qui se retrouvent par exemple docteur quelque part, là en Europe, il est ici aux États-Unis, mais ils vivent dans des conditions telles que. Et à la fois sur de suggestions. Et à la fois sur de suggestions. Je crois vous avoir suivi attentivement et minutieusement. Mais seulement, il doit y avoir un problème de contexte, un problème de mots. Il parlait quand il nous a prêché de tout à l'authenticité. Mais tellement cette notion n'a pas été comprise par nous-mêmes, parce que pour lui, en définissant l'authenticité, il parlait juste du changement de nom de personne. Tu es André, on doit t'appeler Mbagi, parce que André, c'est de l'importation. Et aujourd'hui, sur la même notion qui nous revient, la congolité. Et vous voulez nous faire savoir de rentrer dans nos valeurs. Mais je me pose alors des questions. Vous, étant orateur, quelles sont les dispositions prises pour aider les Congolais à copier ou à s'insinuer de cette notion congolitaire? Parce que c'est là où les bas blessent. Je crois avoir organisé ici au Raleigh une petite conférence de jeunes où vous étiez aussi invité orateur. Il y avait un sujet très consistant, un sujet employé, et cela a été combattu par nos pasteurs ici au Raleigh. Vous voyez, c'est comme si nous sommes une communauté d'hypocrites, de gens qui ne s'aiment pas, mais on fait semblant de vivre ensemble. On parle ici de cocom, ça veut dire vous êtes ensemble comme un noyau, comme un. Mais en réalité, nous sommes tous hypocrites. Or, cette dynamique qu'on avait voulu implanter ici au Raleigh devrait même aider le jeune d'ici au Raleigh d'ouvrir leur esprit et surtout en cette matière que vous avez évoquée, la congolité. Qu'est-ce qui se passait en réalité? Il y a un pasteur qui m'a appelé, il m'a dit, tu dois nous donner ce projet et si toi tu es devant le plan, et d'autres pasteurs vont te combattre. Et ils vont dire que non, voilà, tu veux faire de Raleigh une grande église et alors on ne va pas vouloir te laisser main libre. Alors, tu peux nous vendre ce projet et on saura qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce projet juste après. Bon, et celui qui me parlait, c'est un pasteur. Vous voyez, tout ça juste après vous, ça a créé beaucoup de troubles. Et c'est comme ça que je m'auto-retirais. Papa a parlé. Il nous a dit qu'il faudrait proposer. Il faudrait aller donner le projet au cocon. Mais moi, je suis témoin. J'ai déjà fourni un projet, lui étant invité. Mais ce projet a été combattu jusqu'au bout. Je me suis retiré. Vous voyez, nous sommes vraiment une communauté d'hypocrites. Je ne sais pas, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez que nous,
qui sommes avertis, nous qui sommes supposés ou censés de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ou alimenter ou réalimenter notre communauté? La première chose, c'est que j'ai compris le combat qu'il y a eu. C'est parce que une jeune avait posé une question. C'est l'enfant de Papa Ménard qui avait posé la question au groupe des pasteurs après la conférence. Il dit, mais pasteur, vous êtes ici, vous avez des comités, tout ça. Pourquoi depuis tout ce temps, vous ne nous avez jamais appris ces choses? Si c'était ça, c'est à cause de ça que je ne parle pas. Et chaque fois que je dis, il y a une conférence, on peut bien le dire, non, et on va aller demander à la conférence. Donc, on ne veut plus de conférence à cause de cette conférence-là. À cette conférence, j'avais parlé des problèmes des relations pour les adolescents et les jeunes adultes. Et j'ai parlé avec des notions de psychologie, psychanalyse, génétique, pour essayer de montrer comment les jeunes, et ça avait été, beaucoup de jeunes étaient très contents, mais voilà. Le problème, c'est que nos pasteurs ont des problèmes. Bon, pour revenir à ta question maintenant, qu'est-ce que moi je propose? Quelle est ma stratégie pour y aller? Je vais continuer à faire ce que Paulo Freire appelle la conscientisation. Je ne vais pas me fatiguer de conscientiser mon peuple à travers ces exposés, à travers des dialogues personne à personne, jusqu'à ce que les gens comprennent. Donc c'est important que nous connaissions là où nous venions et que nous travaillions pour notre mère. Je vais continuer à le faire. Les combats seront toujours là, mais finalement, il faut qu'un petit noyau puisse se mettre. Je vais utiliser une loi fondamentale de la masse que Newton a donnée, force égale masse par accélération. Pour avoir la force du changement, il faut amasser un grand nombre de gens. Et cette masse déjà multipliée par l'accélération du mouvement, c'est pas de la force du changement. Il y a deux... Oui, les gens se tellement qu'il y a beaucoup de choses. Le discours a fait élever beaucoup de pensées, mais rapidement, je pense qu'un commencement, si on veut pratiquement parler de commencement, je pense qu'on peut commencer, le programme peut commencer avec seulement les informations sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo. Parce que ici, nous, on dit que c'est très facile à faire croire à quelqu'un qu'il n'est rien s'il ne connaît pas son propre histoire. Si nous, on ne dit pas, voilà notre histoire, nos enfants vont apprendre ailleurs, ils vont apprendre à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend de l'Afrique à l'école? Rien de bon. Alors, vous avez les Africains américains aujourd'hui qui sont noirs comme moi, qui vont vous dire qu'il ne faut pas m'appeler Africain. Il ne faut pas m'appeler Africain, je suis seulement Américain. Je n'ai rien à faire avec l'Afrique. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils pensent de l'Afrique, c'est des histoires mauvaises. Et cela sert à qui? C'est ça les Africains qui ont gagné avec cette situation. Ce sont les Européens qui ont gagné avec ça. Il faut dire la vérité. Ils ont créé cette situation pour que les Africains seront plus faciles à conquérir, à contrôler. Et je vois ça, j'ai vu ça quand j'étais même au Congo. À ma grande surprise, j'arrive au Congo, j'arrive en Afrique, ce n'est pas seulement le Congo. En Afrique en général, vous voyez, les Blancs qui arrivent là-bas en Afrique sont mieux traités que les Africains. Vous êtes chez vous et vous allez privilégier les autres qui viennent d'ailleurs, qui sont là pour vous empauvrir, pour vous empauvrir et tout ça. Bon, je pense qu'une base de commencement qui est quelque chose, on appelle ça en anglais low hanging fruit, des choses qui sont un peu faciles pour une organisation comme le COCOM, c'est de ramasser seulement la vraie histoire d'Afrique, la vraie histoire du Congo, et mettez ça à la portée de vos membres. Appelez quelqu'un pour dire que voilà, nous allons parler de notre histoire. Je demande aux Congolais, les jeunes personnes qui sont, quelle est l'histoire de l'Afrique? Oh, les Belges sont arrivés, non. L'Afrique n'a pas commencé avec l'arrivée des Belges. Le Congo n'a pas commencé, le royaume du Congo, le royaume de Luba, tout ça n'a pas commencé avec l'arrivée des Belges. Dites-moi, qu'est-ce que toi tu connais de ton propre histoire avant l'arrivée de ces gens-là qui sont venus
tout bafouer à leur intérêt. Hein? Ils ne connaissent rien. Donc même au Congo, on n'apprend pas à nos enfants leur propre histoire. C'est quelque chose que je sens personnellement, puisque c'est la même chose que nous sommes en train d'expérimenter ici. Nous, les Africains américains, sont en train de faire la même chose ici. On doit nous apprendre, petit à petit, hein, nous sommes en train de chercher à que nos enfants comprennent l'histoire de l'Afrique. Voilà. On n'a pas commencé dans l'esclavagisme. Il faut que le président pense à commencer à organiser des réflexions, des journées de réflexion sur le Congo, inviter des gens qui ont l'expertise là-dedans pour commencer à parler soit de l'histoire, soit des traditions, soit de l'art, soit des choses comme ça. Alors ça va permettre à nos enfants de se retrouver, sinon ce sera toujours comme ça. Alors, juste une minute. Oui, parce qu'on doit terminer là. Oui, oui. Moi, je voudrais apporter juste ma contribution, une petite contribution. Ouais. Parce que vous avez dit, nous allons amener le mémo au Parlement. Ouais. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans les provinces, avec des gouvernements provinciaux. Ma proposition est celle-ci. Serait-il possible, parce que même si aujourd'hui on doit dire que les Bas-Congo c'est pour les Bas-Congo, le Kasaï c'est pour les Kasaï, et ceci, un truc machin c'est pour eux, moi je crois qu'on crée d'une manière ou d'une autre des groupuscules et des divisions qui continuent. Ça va toujours persister d'une manière ou d'une autre. Si je vais encore plus loin, même si aujourd'hui on doit dire que le Bas-Congo c'est pour les Bas-Congo, mais entre eux, les Bas-Congo, ils ne s'entendent pas très bien. J'ai vécu au Bas-Congo pendant 30 ans, je parle avec une grande expérience. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Bas-Congo, je vois que vous le savez, c'est entre le Bas-Congo. Au Kasaï, vous le savez, c'est entre le Kasaï. Est-ce que nous pouvons apporter notre changement pour que, si ceux qui sont au Bas-Congo, il y a aussi ce sont des Congolais, il y a aussi des Kasaïens, il y a aussi des Équatoriens et de ceci, qui sont aussi importants pour le pays. Ils ont étudié, mais ils ont préféré peut-être rester dans les provinces. Est-ce que serait-il possible que nous puissions, lorsqu'il y a, c'est-à-dire prenons par exemple ici on doit choisir les députés, ainsi de suite, qu'on doit procéder par un système de quotas. Donc pour les provinciaux, les autochtones, on leur accorde 60% et le 40% pour les autres Congolais qui sont là. Parce que je crois que si on fait ça, et que dans l'Assemblée on se retrouve avec 60 et 40%, dans les 40% on peut se retrouver les Balouba, les Équatoriens, tout et sous nous. Moi je crois qu'il y aura ce qu'on peut avoir, une symbiose dans toutes les assemblées provinciaux. Merci beaucoup. On va terminer par là. Ce que je peux dire, c'est que moi, ma vision, c'est que les Congolais arrivent à considérer tout homme comme un homme, toute femme comme une femme, qu'il n'y ait pas de considération tribale, provinciale et tout ça. Donc on considère l'autre comme un sujet comme lui. Et si moi j'avais des propositions à donner au Parlement, il faut donc enlever les endroits de province d'origine, ceci d'origine, ceci d'origine. Il faut seulement Congolais nés à tel endroit, that's it. Alors ça, on va essayer de mettre fin à cette histoire. Mais si on rentre encore dans le quota, on va encore... Je vous dis ça parce que j'ai vécu ça au Bas-Congo. J'ai été traité comme non originaire. Ah, ok. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est vous des chefs coutumiers maintenant. Il faut dire, les chefs coutumiers, ça c'est quelque chose, c'est la façon dont les Congo a été construit. C'est basé sur les chefs coutumiers. Ouais. Donc si par exemple, je reviens à ce que toi tu es en train de dire là, si on devait enlever tout ça, c'est-à-dire n'importe qui peut venir au Congo et dire qu'il est congolais. Si les chefs coutumiers sont des personnes très importantes. C'est ça. Il faut garder, cela ne veut pas dire que quand on est chef coutumier ou quelqu'un dit que je suis né à tel endroit, mais sans montrer que je suis telle province, cela va enlever au chef sa dignité. Chacun connaît donc d'où il vient. Mais comme on voit qu'il y a beaucoup de discrimination, comme il n'y a pas de problème de quota et tout ça, si on ne sait pas d'où quelqu'un vient, mais il est né là-bas, il est congolais partout, il est né, alors on va traiter chacun selon ce qu'il mérite et non en fonction de là d'où il vient.
Donc là, ce ne sera pas tellement la justice. Bon, je pense que si j'ai une proposition à faire ici, si quelqu'un pense qu'on peut créer un groupe de réflexion sur le Congo, alors qu'il se manifeste, comme ça on va voir comment on va continuer à organiser des forums ou des forats pour essayer de réfléchir et organiser d'autres occasions pour échanger. Vous voulez dire quelque chose? C'est que seulement je voulais intervenir pour appuyer dans le même sens avec les autres. Moi, je me dis toujours que je dois me connaître moi-même, qui je suis, d'où je viens. Parce que moi-même, je suis une particularité. Je ne suis pas la même personne avec, par exemple, ma soeur d'une même famille, le même père. Je suis différent. Alors, je dis toujours à mes enfants, tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens, alors tu vas progresser. C'est ça. Comme dernièrement, j'ai suivi un documentaire sur YouTube, on parlait de l'État indépendant du Congo. On entend toujours parler, j'entendais parler de l'État indépendant du Congo, mais je ne l'ai jamais appris à l'école. Maintenant, j'entends, il y a un monsieur, un journaliste, je ne sais pas, qui a développé, il a dit, l'État indépendant, nous devons connaître l'histoire du Congo. Le Congo a été créé pour l'intérêt des Européens. Ils se sont réunis, je ne sais pas, en Allemagne là-bas. Ce n'est pas pour rien que nous avons un grand Congo au centre et tout autour, nous avons des pays comme le Congo-Brazza, nous avons un petit Rwanda, nous avons un petit. Et c'est au centre du Congo, là, on trouve un peu de tout. Ils ont appelé ça que c'était l'État indépendant du Congo. Je me suis demandé, mais depuis quand on a été esclave, alors si avant on était indépendant, depuis quand on a été esclave? Et puis il me dit, le monsieur là a dit que, donc quand on a fait l'État indépendant du Congo, pour leurs propres intérêts, on a donné à Léopold II pour gérer les Congos. Mais lui, je ne sais pas il a pris le Congo, il a fait sa propriété privée. C'est alors que nous venons sur l'État, nous dépendions des Belges. J'ai compris que c'est à ce moment-là que le Congo est devenu esclave. Le Congo en soi, quand il était créé comme un État indépendant. Mais nous nous sommes retrouvés peut-être des esclaves parce que nous ne savons pas. Même dans l'histoire, nous avons appris, moi j'ai appris l'histoire du Congo depuis l'école primaire. On ne m'a jamais appris ça. Vraiment, nous devons nous connaître d'où nous venons et puis c'est alors que nous pouvons même combattre pour les intérêts. Merci beaucoup, Maman Deb. Nous tenons à vous dire tous merci. Nous tendons vers la fin, mais la question que Bishop a soulevée, la proposition de dire que si nous pouvons avoir un groupe de réflexion, ça serait une très bonne chose pour réfléchir sur le Congo. Et je tiens à dire que les documents ne peuvent pas être lus aujourd'hui. Quand tu prends les annales, donc dans l'enceinte même du palais du peuple au Parlement, il y a des documents que les gens envoient tout le temps. Il y aura un moment où les gens vont lire. Et nous tendons à cela bientôt, parce que la distraction ici va partir, et les gens qui ont des bonnes têtes bien faites vont commencer à travailler, tout le monde connaît la procédure. Et je tiens à dire aussi que ça devient maintenant notre préoccupation pour que le Congo soit le vrai Congo. Donc, si nous avons un groupe de réflexion, ça serait une bonne chose. Papa, avec les problèmes que vous avez connus lorsque vous avez organisé la conférence autrefois, si vous avez encore des idées, allez à COCOM. COCOM va atteindre tout le monde. Et en ce moment-là, nous allons voir les heures des uns et des autres, parce que nous devons appuyer ce genre de choses, oui, pour booster. La base sur la COCOM, et puis elle était vraiment... Maintenant, il faut y aller, parce que... Oui, maintenant c'est très bien. Il faut toujours y aller et encourager tous ceux-là qui peuvent avoir des idées pour faire des conférences. Ça nous aiderait tous pour faire mieux. Donc nous allons prier maintenant.
Et nous allons parler dans les divers tout à l'heure, y compris. Pasteur, Oui. vraiment, je pense que c'est l'idée du vice-président. Moi, je suis vraiment content surtout de l'intervention de Papa Touba. Mais ne me posez plus la question, que faites-vous avec les 18 000 $? Donnez-nous des projets. Nous avons parlé avec le bishop chez moi à la maison pendant longtemps. J'ai dit, j'appuie ça. Au lieu que je sois là seulement pour le matin, on fait ça bon, on fait ça bon. Donc, ce que Papa Pichou a dit, venez et nous allons tout faire pour que cela, même s'il y a des combats, nous n'avons que 2 ans. Vous allez nous juger seulement pour 2 ans. Mais si on peut avoir un projet qui réussit, ça sera une bonne chose. Vraiment, je vous... Il y a un petit souci, je vous dis. Il y a un petit souci. Vous voyez, dans de telles assises, si ça ne marche pas trop bien, il faudrait aussi chercher partir à identifier le mal. À mon humble avis, le mal sur l'église râlée. Ça, c'est vraiment le mot du Dieu. Donc, il faudrait chercher à donner vraiment une bonne cure à cette église-là. Très, très important. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez, tous nos pasteurs-là, je le dis tantôt, ce sont des hypocrites. Ils sont ensemble, mais ils ne le sont pas. Donc, il faudrait vraiment partir à dénicher le mal et à donner la cure, et peut-être les choses vont aller. Très bien. Bon, nous allons parler tout à l'heure, mais nous allons prier. Les membres, vous voulez bénir quand même l'Assemblée. Jimmy est là. Ok. Jimmy est là. Ensemble. Ouais. Manifestez-vous, on va faire. Jimmy est déjà là. Comme ça, on va faire un mot là. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons devant le trône de grâce pour te dire merci pour la disponibilité de mes frères et de mes sœurs qui se sont déplacés pour que nous puissions échanger sur ce beau et grand pays que tu nous as donné, mais qui est en train de se mourir. Éveille en nous la flamme de la conscience patriotique, afin que nous puissions aimer ces dons que tu nous as donnés. Parce que quand tu as donné le jardin à l'homme, tu lui as demandé de le garder et de le cultiver. Nous devons penser à la sécurité du Congo et au développement du Congo. Laisse que tu puisses féconder nos réflexions, que tu puisses susciter des hommes et des femmes qui peuvent se donner et donner leurs expertises, leur temps, pour que nous puissions réfléchir sur notre pays. Laisse que cette réunion ne soit pas la dernière, que tu puisses encore nous donner la force et l'occasion d'en organiser davantage avec le soutien de la COCOM et la collaboration de tout un chacun. Et tout cela, nous le remettons entre tes mains. Et je bénis ton peuple qui va rentrer, que tu les accompagnes, toi qui le connais dans le secret de leur cœur, et toi tu donnes à chacun selon ses besoins. Dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. N'hésitez pas de venir me voir avec des projets. Vraiment, je suis ouvert. Là, il faut, je suis vraiment ouvert. Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un message.